Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance d'information. Nous sommes ravis que vous soyez présents ce soir afin de pouvoir vous présenter le master plan que nous avons élaboré en étroite consultation avec les différentes autorités. Celles-ci seront aussi présentes ce soir et suivront la présentation. Cette séance d'information aura lieu en français parce que nous pensons que la plupart d'entre vous sont francophones. Les slides de la présentation de ce soir seront toutefois dans les deux langues et les questions que vous aurez l'occasion de nous poser via la fonction chat de cette présentation peuvent évidemment être posées aussi bien en français qu'en néerlandais. Nous entamerons cette soirée par une introduction de M. Toon Haverels, CEO de la société de promotion immobilière Life, qui vous expliquera en quelques mots ce qu'est précisément un master plan. Ensuite, nos précieux partenaires sur ce projet, les bureaux d'architectes Polo et Bogdan & Van Broek, nous détailleront la vision que nous avons souhaité traduire dans ce master plan, notamment celle de la création d'un futur quartier résidentiel mixte au sein d'une forêt habitée. Nous souhaitons vraiment vous appliquer activement dans l'élaboration de notre projet qui viendra apporter une nouvelle dimension à votre quartier. Pour cette raison, nous clôturerons la soirée par une séance de Q&A lors de laquelle les différents interlocuteurs tenteront de répondre à toutes les questions générales que vous avez envoyées. Vos questions personnelles seront toutefois traitées dans les prochains jours qui suivront la séance d'information. Je vous souhaite une bonne soirée et passe maintenant la parole à M. Toon Haverels. Merci Marie-Astrid. Je vais quand même, voilà, c'est mieux. Bonsoir tout le monde, merci d'être présent à cette séance d'information. J'ai compris que vous êtes nombreux, même si je ne peux pas vous voir, qui est un peu dommage, mais ça montre quand même qu'il y a un certain intérêt dans notre beau projet innovateur. Donc, je voudrais commencer à vous présenter brièvement les partenaires qui travaillent sur le projet. À commencer, il y a les trois développeurs qui travaillent ensemble en harmonie sur ce projet, ce qui serait Cores, Mix et Life. Tout est des développeurs avec des années ensemble, je pense une quarantaine d'années d'expérience dans des projets mixtes et des projets résidentiels à Belgique, Bruxelles et même à l'étranger. On a choisi donc pour nous quand même un des meilleurs architectes ou quelques des meilleurs architectes de Belgique ici présents. Donc on a Bogdan Van Broek, Polo Architect et Omgeving. On n'a pas tout de suite commencé avec l'exercice de l'architecture parce qu'on estime que il y a quand même, c'est quand même un projet assez important et ambitieux. Donc dans ce contexte-là, on voulait d'abord créer un master plan qui serait donc le cadre dans lequel on pourrait après créer de l'architecture. Donc c'était Bogdan Van Broek qui a fait cet exercice de master plan. Après, il y a Polo qui travaille sur une partie du site et Bogdan qui travaille sur l'autre partie du site au niveau de l'architecture. Puis il y a encore Omgeving qui est donc l'architecte paysagiste parce qu'ici, surtout sur ce projet-ci, on estime et on pense que le parti non bâti pourrait même être plus important que le parti bâti. Donc dans ce contexte-là, le paysage est pour nous super important, ce qui serait aussi le plus-value pour le quartier. Donc un master plan, c'est quoi en fait? Donc la définition du master plan, c'est que c'est une vision globale sur la manière dont une grande zone ou un quartier peut se développer à l'avenir. Dans le contexte de ce projet-ci, il y a énormément de focus sur le parti, comme je viens d'expliquer, non bâti, donc sur tous les espaces verts qu'on va créer, qui seraient accessibles à tout le monde et comme ça aussi un plus-value pour le quartier. Si on regarde la situation existante, qui est quand même assez minérale avec beaucoup de béton et asphalte, on voudrait donc évoluer vers une situation verdorisée, ouverte au quartier.
On a bien travaillé sur l'échelle et donc le grain des bâtiments parce qu'on voulait vraiment essayer de s'inscrire au mieux possible dans le contexte de Uccle, qui est quand même un peu atypique à Bruxelles comme une des communes les plus vertes. Voilà, donc les derniers mois, on a pas mal travaillé avec les différentes acteurs principaux et les autorités afin d'arriver jusqu'au point qu'on pourrait vous présenter aujourd'hui. Donc ici, on voudrait encore rajouter vos idées dans le projet afin d'encore améliorer le projet si possible. Voilà, donc je laisse la parole à Leo Van Broek de Bogdan Van Broek. Merci Toon. Avant de faire un projet, il faut évidemment regarder l'environnement du site. Un site qui est bien muni de qualité. À gauche, vous voyez le KM Ben Bosch. On a la proximité d'une gare, on a la proximité de trois supermarchés, une école, un quartier avec des appartements du côté sud et un quartier avec des maisons unifamiliales au nord. Donc un site bien intégré dans un contexte urbain. Mais le site même n'est pas vraiment très attractif. On a deux bâtiments fin de carrière, des bâtiments de bureaux qui sont très très grands, donc qui ont une empreinte énorme qui prend la majorité du site. Et pour le reste, le site est très minéral, très durci avec de l'asphalte, béton et parking. Et c'est aussi le dernier grand îlot avec des activités économiques dans un quartier qui pour le reste est un quartier résidentiel. Notre vision pour l'avenir de ce site est claire. On veut miser sur un développement résidentiel de haute qualité, très durable, aussi bien sur le point énergétique que sur le point du paysage. Donc habiter dans une forêt, dans une vraie forêt, au milieu de Bruxelles, avec une bonne accessibilité aux transports en commun, un nouveau quartier résidentiel pour toutes les générations. Donc on a une variation intéressante de typologie et de taille de logement. Mais on va offrir aussi dans les jardins des nombreux lieux de détente, de rencontres et des aires de jeu pour toutes les générations. Sur le site, on envisage la construction d'à peu près 248 unités d'habitation, avec en minorité les appartements de petite taille, donc seulement 10% de studios, 30% d'une chambre, et 45% de 2 chambres et 15% de 3 chambres. Le terrain a une surface de 16 770 m². On va faire un projet qui est bien adapté en son environnement, en échelle et en grain, avec un développement de qualité et avec un caractère très durable sur tous les points, la circularité, etc. Pour le projet, on a tout de suite vu qu'à côté de notre site, on a ce KM Ben Bosch, un site naturel, et on a voulu faire percoler ce forêt, cette surface boisée, jusqu'à la rue Van Oppem. Ce qui nous fait qu'on prolonge le bois et on construit des bâtiments de petite taille au milieu dans cet écrin vert. Ça nous donne un master plan qui focalise surtout sur la partie non construite. Un urbaniste, il y a quelques décennies, a écrit « On ne peut pas faire une ville seulement avec des bâtiments ». Donc on focalise aussi surtout ici sur le séjour de la ville et l'espace en commun, l'espace public. Et on voit qu'il y a des chambres boisées qui émergent entre les immeubles. Ça nous donne un tout autre équilibre en usage de terrain. De cette 16 770 m² de la parcelle, on a 70% de surface verte qui va capter et faire percoler l'eau pluviale à la nappe phréatique. Ça, c'est l'équivalent de 2 terrains de foot. Donc c'est très important si on compare ça avec ce qu'on a maintenant. Donc on a une emprise de sol qui n'est que 30%, donc de 5 258 m², qui est très limité sur un terrain qui est dans un site urbain. Donc on vient
de 15% aujourd'hui de surface verte de basse qualité et on va vers 70% de surface verte de haute qualité et d'une qualité aussi avec une biodiversité élevée. L'aménagement du terrain, on voit au bord, en haut et à gauche, des zones un peu réensauvagées qui connectent avec le bois ou qui font des tampons de privacité vers les voisins. Et donc là, ça sera une nature très dense et très écologique. Et dans les chambres vertes, on a une programmation très diverse avec des lieux de rencontre, des aires de jeu et des lieux de détente et de jeu pour des enfants. On va maintenant regarder d'un peu plus près 2 de ces chambres vertes. Juste à titre d'exemple, c'est encore en voie d'examen et on va encore travailler là-dessus, mais c'est le genre d'idées sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Un exemple d'une chambre verte avec un plan d'eau qui est aussi un wadi pour drainer l'eau pluviale dans la nappe, vers la nappe phréatique, mais aussi avec des zones pavées perméables, mais faciles pour marcher dessus et donc perméables pour les cyclistes aussi. Un autre exemple, une chambre verte boisée qui est équipée d'équipements de plaine, de jeux naturels, de jouer dans la forêt et des équipements à côté des bancs pour s'asseoir pour les parents, pour être à côté de leurs enfants. Notre vision sur la verdure et l'eau, on voit ici des projets de référence dont une majorité est dessinée par nos 2 bureaux. Ça veut dire qu'on a déjà pas mal d'expérience, on s'engage très fort là-dessus, l'écologie urbaine, faire la ville plus attractive. Et dans les temps de confinement, c'est peut-être le cas de le dire, il faut une ville qui est plus verte. Et on voit ici des terrains de haute qualité. Pas mal des photos sont prises quelques semaines, quelques mois après l'aménagement du terrain. Donc souvent, nous plantons des arbres adultes pour vraiment, dès le début, donner un jardinage, un paysage de qualité. En ce qui concerne la durabilité, on a une infiltration d'eau pluviale entièrement sur site, infiltration à travers le paysage et les jardins pour toute l'eau qui tombe sur les zones vertes. Pour l'eau qui tombe sur les bâtiments, les toitures vont capter cette eau et elle sera stockée et réemployée. On a une autre importance aussi du caractère circulaire des matériaux de construction et on va essayer au maximum de récupérer les matériaux de la démolition des 2 bâtiments de bureaux dans le nouveau projet. Assez intéressante, une comparaison de 2 coupes. En haut, la coupe qui descend de la forêt vers la rue Égide Van Oppem. Et là, vous voyez que le site actuel il consiste à 3 plans horizontaux divisés par 3 talus avec une pente très raide. Donc un site qui n'est pas très perméable pour les piétons et les cyclistes. Et notre idée de ne pas transporter du remblai et donc de recycler toute la terre des excavations sur le site même, ça n'évite pas seulement le transport de beaucoup de camions à travers vos quartiers, ce sera minimal, mais ça nous donne l'opportunité de reconstruire la pente douce d'origine de ce site et donc de donner un terrain boisé qui sera facile et perméable pour les piétons et les cyclistes. Et justement, cette perméabilité du terrain est importante, donc on n'a pas de parking sur le terrain, tous nos parkings sont souterrains dans la rue Anglaire et on n'a que des sentiers pour des piétons et des cyclistes sur le site, sauf évidemment ambulances, pompiers et camions de déménagement. Ce qui est important aussi, c'est le sentier qui est en vert. En fait, c'est un sentier historique qu'on a retrouvé sur les cartes historiques de Bruxelles, qui fait un lien entre Uklees et KM-Bembos, et on va reconstruire ce trajet. Et de nouveau, on le répète, tout le site sera ouvert et perméable pour tous les riverains
de la ville et de Uccle et de Bruxelles. Donc on n'a pas de communauté clôturée qui va s'enfermer dans ce site. C'est le contraire, c'est un site ouvert à tous. En chiffres, pour la mobilité, on a d'abord fait une étude par un bureau spécialisé qui a d'abord calculé l'usage de voitures à Uccle. On a donc 38% des familles n'ont pas de voiture, 43% ont une voiture, presque 14% ont 2 voitures et un peu plus que 4% ont 3 voitures. Pour notre 248 familles, ça viendrait à un total de 208 emplacements de parking. Mais l'étude a aussi démontré que, vu la proximité de la gare, en fait, et aussi la proximité d'un système de covoiturage, ce sera suffisant d'avoir 186 emplacements de parking, 9 emplacements pour visiteurs. Donc, on a arrondi ça un peu. Donc, en bas à gauche, vous voyez 196 emplacements souterrains, 4 emplacements pour le personnel des commerces, 10 emplacements pour les visiteurs. L'étude a aussi montré et calculé qu'il n'y a pas de trafic supplémentaire pour l'environnement, pour le quartier. Et certainement pas si on le compare avec la situation d'il y a quelques années où ces 2 bâtiments de bureaux avaient chaque matin et chaque soir un grand va-et-vient d'employés qui venaient sur le site. Et maintenant, je donne avec plaisir la parole à Patrick du bureau Polo. Merci Léo. Voilà. Donc, au niveau du master plan, je crois que Léo et Tourne vous ont bien expliqué où on en est jusqu'aujourd'hui. Et puis, pour l'élaboration de l'architecture des bâtiments, nous sommes encore en plein dedans. C'est-à-dire qu'il est encore trop tôt de vous montrer les bâtiments en tant que tels. Au niveau du projet, il faut d'abord que le master plan soit bien, disons, bien mis et bien approuvé. Mais cependant, nous avons déjà anticipé très fortement au niveau de la perméabilité, l'accessibilité dans cet espace très vert entre les bâtiments. Et pour ceci, les bâtiments devaient être aussi d'un grain relativement restreint, c'est-à-dire que les bâtiments se veulent être d'une échelle quand même relativement petite, surtout par rapport au développement qu'on voit dans le sud de ce projet-ci. Il faut dire aussi que le développement au niveau du master plan et donc l'affectation des bâtiments que nous prévoyons, il y a une certaine différence ou un gradient qui se fait entre la zone A, B et C. Donc, dans le sud du projet, donc le long de la rue Anglaire, les bâtiments s'alignent plus ou moins avec les gabarits du projet dans le sud du projet, mais qui vont en ascendant vers le nord, quand on va plus vers le nord, direction les maisons unifamiliales qui se trouvent du nord du projet. En ce qui concerne la matérialisation des bâtiments, nous estimons que les matériaux de tonalité claire et d'une texture intéressante sont de rigueur. Nous ne voulons pas prévoir des bâtiments trop foncés pour qu'il y ait quand même une sorte de clarté dans le projet d'un côté. D'un autre côté, les détails donc, de l'architecture proprement dite sera bien soigné, donc on veut bien veiller en tant qu'architecte de voir que les bâtiments aient leur propre caractère bien défini. Les bâtiments seront différents vu que déjà ils seront conçus par 2 bureaux d'architectes différents d'un côté, mais les bâtiments aussi se veulent être familles l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'au travers d'une matérialisation, une palette de coloris et donc de matériaux, on aimerait bien prévoir une certaine cohérence aussi dans la diversité de la totalité du projet. Je vous montre 2 petites esquisses qui sont les premières esquisses et qui démontrent aussi que même des projets, des appartements auront aussi des balcons et des terrasses bien généreuses pour que les habitants puissent bien profiter donc, de cet espace très verdurisé que nous allons prévoir. Et pour finir, je vous montre encore donc les dessins proprement dit, donc du caractère de vert que nous prévoyons dans la totalité du projet. Voilà. Pour le mot de la fin, je redonne la parole à Ton. Merci. Merci Patrick.
Pourquoi est-ce qu'on est ensemble aujourd'hui? De l'un côté, on voulait vous informer et de l'autre côté, on voulait aussi rassembler vos suggestions concernant le projet, surtout sur l'affectation et l'aménagement des espaces verts et des chambres vertes, comme on les appelle, entre les bâtiments et surtout le site. Donc, ce qui va être aussi ouvert à tout le monde du quartier. En plus, on a des zones, donc on a les rez-de-chaussée au long de la rue Egide Van Oppem, où on pourrait créer des fonctions au bénéfice du quartier. Et là aussi, on est très intéressé et très curieux de voir comment vous voyez l'affectation de ces fonctions, de ces zones-là, ces espaces-là. De toute façon, on va pouvoir encore poser des questions ici, mais donc on attend encore vos idées sur le mailbox qu'on va ouvrir au info@calevoet.brussels, où on attend vos idées pendant les prochaines semaines. Pour le planning, donc aujourd'hui, on a le 23 février pour la séance d'information. Ça veut dire que pendant le deuxième quart de cette année, on voudrait introduire le permis d'urbanisme afin de, si tout se passe bien, obtenir le permis début de l'année prochaine. Et donc, si on y arrive, on voudrait commencer à démolir et reconstruire à partir du deuxième et troisième quart de 2022 afin de pouvoir réceptionner tout le projet autour du troisième quart, donc disons fin de l'année 2024. Donc voilà. Je laisse la parole à Marie-Astrid. Voilà, merci à nos trois interlocuteurs de ce soir pour cette présentation qui était très claire. Je propose que nous passions maintenant à la séance de questions et réponses, comme j'avais évoqué au début de la présentation. Alors, une des premières questions qui a été posée était la suivante. Pour quelles raisons est-ce que vous organisez une séance d'information ce soir ? C'est une question que je vais poser à Monsieur Toon Haverals. Ik zal voor de verandering eens antwoorden in het Nederlands. Gaat nog net iets vlotter. Dus ik denk dat ik het al een paar keer heb toegelicht vanavond. Ik denk in eerste plaats zijn wij trots en zijn we fier op het project dat we hier aan het realiseren zijn en dat we gaan realiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat er niet alleen een grote meerwaarde gaat zijn voor de mensen die gaan wonen in het project zelf, maar ook voor de buurt. Dus wij geloven heel hard in de toegevoegde waarde. Daarnaast is informeren leuk, maar denk ik dat we ook wel echt zoeken naar een manier om dit project ook een stukje het project van de buurt te maken en een draagvlak te creëren waarbij dat we echt zoeken naar jullie input. Het zou dus heel fijn zijn moesten we daar ook veel reacties op krijgen, zodanig dat jullie zich er ook verder in thuis kunnen voelen. Voilà, ik denk dat... Bedankt, Toon. Une deuxième question qui a été posée à plusieurs reprises et que je vais adresser à Monsieur Van Broek est la suivante. Quelle sera la hauteur des bâtiments du projet ? En fait, la hauteur des bâtiments s'adapte à la hauteur des bâtiments avoisinants, comme l'a déjà dit pendant la projection des images. Ça veut dire qu'on sera toujours dans une rangée de Ré plus 2 plus toiture en retrait minimum et le maximum Ré plus 4 plus toiture en retrait. Et ça nous donne une densité modeste qui est entre un tiers et la moitié de la densité de beaucoup d'îlots urbains à Uccle. Donc et c'est assez rare de laisser 70% d'un site non construit et de ne pas dépasser les 4 et 5 étages. Donc la hauteur et la densité sont plutôt modestes pour Bruxelles. Merci pour cette réponse. Troisième question que je vais cette fois-ci adresser à Monsieur Lotens.
Où exactement, au niveau de la localisation du projet, se trouveront les fonctions qui viendront au bénéfice du quartier? C'est-à-dire que surtout le long de la rue Oppem, dans le bas, et le long de la rue Anglaire, c'est en fait les endroits préconisés parce qu'ils sont les plus accessibles si on veut et les plus visibles. Ce qui veut dire qu'ils peuvent donc apporter quelque chose au bénéfice, disons, des gens du quartier proprement dit. Une prochaine question que je vais cette fois à nouveau adresser à Monsieur Van Broek. De quelle manière est-ce que le projet affecterait la mobilité dans le quartier? Eh bien, surtout de façon positive, parce que tout ce qui est trafic de voitures sera presque la même chose que la situation existante. On organise tout ce qui est de besoin de parking sur le site et en souterrain. On ajoute une quantité d'emplacements pour vélos énorme qui dépasse les normes de Bruxelles. Et on ajoute une perméabilité chaleureuse et généreuse pour les piétons et les cyclistes à travers le site vers les îlots et les quartiers avoisinants. Donc, au lieu d'être pour le moment un élément qui est un tampon, un bloc, un obstacle, ces deux grands bâtiments de bureaux, et tout est clôturé aussi, on a un site ouvert et verdurisé, donc l'impact sera positif. Merci. Een andere vraag die ik deze keer aan meneer Lotens terug ga stellen. Hoe scoort dit project op ecologisch vlak? Het is een project dat heel erg hoog wil inzetten op vlak van duurzaamheid. Het is al daarvoor ook gezegd dat op niveau van dus, waterinfiltratie we heel erg aan de goede kant zitten. Heel erg ons best hebben gedaan omdat 70% van dus, de oppervlakte dus permeabel zal zijn. Het is ook een heel erg groene site. Maar niet alleen dat, we gaan ook geen gas gebruiken of dus fossiele brandstoffen. Dus men zal gebruik maken van geothermie en van warmtepompen om in feite op die manier met hernieuwbare energie eigenlijk dus al de gebouwen te kunnen verwarmen en elektriciteit te genereren. Een andere zaak is ook dat we gaan op een circulaire manier werken. Dat wil zeggen dat dus de bestaande gebouwen zullen worden afgebroken en het is evident dat we dus ook proberen zoveel mogelijk dus de materialen die daar worden afgebroken, dat die eigenlijk op een recycleerbare manier worden dus gestockeerd en hergebruikt. En tot slot is het ook zo dat we dus de gebouwen op die manier ontwerpen dat we heel erg flexibele structuren proberen te maken, zodanig dat ze ook toekomstvast zijn. Voilà. Bedankt voor dit antwoord. J'ai une prochaine question que je vais poser à Monsieur Leo Van Broek. Est-ce que vous comptez évacuer les terres polluées dans le cadre de votre projet, car notre rue Egide Van Oppem a été à plusieurs reprises victime de pollution des entreprises précédentes? Je ne suis pas au courant de la pollution ici sur le site. Je ne sais pas si on a déjà des études là-dessus, mais vu le fait... Mais on n'a pas encore, donc c'est pas encore tout à fait clair où exactement il se trouvent les pollutions. Donc là, il y a encore des études à suivre, à faire de voir où on va, voilà, quelle sera la stratégie exacte qu'on va. Parce qu'avec de la verdure, on peut, ça dépend du genre de pollution. Il y a plusieurs options. C'est la phytosanitisation, c'est la verdure qui va nettoyer le sol. C'est filtrage et rincer le sol sur place ou en cas de pollution problématique, il faut en effet enlever le sol, mais on n'a pas encore les études détaillées. Ça ne sera que possible après la démolition des bâtiments existants pour aller vraiment faire des tests souterrains dans le sol qui sera à ce moment-là accessible. Ok, merci pour cette réponse. Prochaine question pour Monsieur Lotens. À nouveau, de quelle manière allez-vous limiter les nuisances liées aux travaux pour le quartier durant les travaux? Déjà, tout ce qui est transport donc d'excavation, évidemment hormis donc des détritus de pollution éventuelle, mais nous préconisons à garder 50% donc de la terre de toute façon
sur le site même, ce qui veut dire qu'il y aura quand même déjà un va-et-vient de camions qui sera nettement inférieur à la normale. Donc ça, c'est déjà un premier geste qu'on essaye donc de faire et qui va aussi qui s'aligne aussi dans disons, une attitude de durabilité se concernant. En plus, il y aura aussi un point d'appel pour les voisins, pour les voisinages, pour aussi informer au courant donc, des travaux ce qui se passe, ce qui va se passer. Nuisance, il y aura toujours un petit peu, mais une bonne communication se concernant est très importante pour enlever les frustrations possibles. Donc nous allons, en tant que bons voisins, organiser le site d'information. Voilà, exactement. Merci. D'accord. Alors, prochaine question pour les 2 bureaux d'architectes de ce projet. Quelle sera la distance qui sera prévue entre les bâtiments construits avenue Prigogine et les bâtiments rue Anglaire? Les distances côté rue, ça dépend. Il y en a, rue Anglaire, les distances sont limitées, 5-6 mètres. Mais les autres distances côté école, c'est 13-11 mètres. Vers le nord, la distance entre les bâtiments sera 36, 20, 22, 25, 30, 40 mètres. Et les chambres vertes ont des dimensions entre 25 et 60 mètres de longueur. C'est presque à moitié, 2/3 d'un terrain de foot. Donc ça, c'est aussi lié à cette question déjà posée sur les nuisances. On a pas mal de constructions qui sont vers le milieu du terrain, avec des distances assez grandes par rapport aux voisins et par rapport aux rues. Ce n'est pas une parcelle classique où la construction se fait à côté du trottoir. D'accord. Prochaine question que j'adresse aux 3 interlocuteurs. Où seront les entrées des parkings souterrains et combien d'emplacements de parking y aura-t-il? Je pense que cette question a été répondue pendant la présentation. Je me permets de vous la reposer. Je peux le montrer de nouveau. Donc, c'est dans la rue Anglaire, ici et là-bas. Il y aura une entrée de parking et on parle de 190 et quelques places souterraines. Autour de 200. Vers les deux, juste autour des 200. D'accord, merci. Alors, prochaine question pour Monsieur Van Broek. De quelle manière est-ce que le projet affectera la mobilité de manière globale dans le quartier? On vient de le calculer, faire calculer par un bureau d'études de mobilité. Vu le fait qu'on avait 2 grands bâtiments de bureaux qui ont des heures de pointe dans l'heure des bouchons des grands boulevards d'Uccle, et que maintenant on aura un quartier d'habitat avec un carrossage très éparpillé et divers, l'impact et la pression sur la mobilité existante sera plutôt légèrement négatif. Plus le fait qu'on mise aussi sur le covoiturage, les cyclistes et les piétons. Donc l'impact, le calcul l'a montré, il n'y aura pas d'impact supplémentaire de trafic dû à ce site. D'accord, je pense que nous avons plus ou moins fait le tour de toutes les questions qui ont été posées à ce stade-ci. Donc il me reste de vous remercier pour votre attention ce soir. Et nous espérons vraiment vivement que vous avons convaincu de la plus-value que ce projet apportera à votre quartier. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.